Bonsoir et bienvenue sur ATG. Ce soir, je vous propose d'aborder le thème sur l'identité guyanaise. Qui est guyanais? Est-ce qu'il faut parler créole pour être guyanais? Est-ce qu'il faut être né en Guyane pour être guyanais? Toutes ces questions que nous pouvons nous poser, je vous propose de voir les réponses avec nos trois invités. Réagissez sur notre Twitter, AttitudeMag, c'est tout de suite. De retour sur le plateau, voici nos invités. Keita Stephenson, écrivain et chroniqueur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Armand Achille, militant anticolonialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Cécile Beauvais, étudiante en deuxième année dans le social et candidate à l'élection Miss Guyane 2014. Bonsoir. Bonsoir. On va démarrer rapidement le débat. On est en Guyane. On est français ou on est guyanais? Je ne sais pas si la question se pose dans ces termes. Beaucoup de personnes en Guyane n'ont pas forcément de passeport français. Donc on ne pourrait pas dire qu'ils sont français. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être guyanais? Je crois en revanche que beaucoup de gens qui vivent ici ont peut-être envie de fonder leur famille ici, de mourir ici, et parce qu'ils se sentent appartenir à ce territoire. Je crois que c'est cette identité qui transparaît, qu'on découvre dans certaines activités, dans certaines organisations, mais aussi chez des individus, des artistes, etc. Mais en Guyane, clairement, on a la nationalité française. Si on est né en Guyane, on est de nationalité française. D'accord. Qu'en pensez-vous, monsieur Achille? Je pense que c'est effectivement le nœud du problème, la distorsion qu'il y a entre l'identité réelle et l'identité administrative. Administrativement, effectivement, nous avons des papiers français. En tout cas, pour une partie des gens qui ont un passé, un présent et un avenir sur ce territoire-là. Mais le fait d'avoir cette identité administrative n'est pas en correspondance avec l'identité réelle qui fait que la Guyane est en Amérique du Sud, a son histoire propre, sa géographie propre, sa culture propre, sa façon d'appartenir au monde propre et qui est différente de celle de la France. Et c'est une richesse pour l'humanité que d'avoir cette composante supplémentaire. Et le travail des gens qui ont le même courant d'idées que moi, c'est de faire en sorte qu'on soit en capacité d'accomplir cet acte-là, d'enrichir l'humanité, parce qu'on va simplement plagier le poète Aimé Césaire qui disait qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, nous les Guyanais, nous n'allons pas venir les mains vides et nous avons quelque chose à apporter dans le concert des nations. Et il est malheureux qu'au XXIe siècle, la France persiste à administrer ce territoire alors que nous avons le potentiel humain et autres pour faire en sorte que ce territoire-là puisse être singulier et compléter la diversité planétaire. Mais cela va être sujet de notre débat, effectivement, que sur l'identité vraiment guyanaise. Cécile, votre avis? Je pense qu'on est à la fois les deux, puisque effectivement on est français quand on est en Guyane. Et après, moi par exemple, je viens de métropole, je suis marseillaise à la base, et j'ai adopté la Guyane. Donc je me considère comme guyanaise, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, et je pense que voilà, il faut pas de particularité pour être guyanais ou pas, il faut juste aimer la Guyane. Alors Keita, comment définissez-vous ce qu'est un Guyanais? C'est assez bizarre de poser cette question. Est-ce que c'est parce qu'il faut parler créole pour justement être guyanais? Est-ce qu'il faut être né en Guyane pour être guyanais? Ou est-ce qu'il faut juste l'adopter comme Cécile l'a fait? Je reprendrai ce que M. Achille disait, parce que je crois que c'est le fond du débat. C'est la réalité de ce qu'on vit et ce qu'on en fait. Un enfant peut naître en Guyane. Récemment, un enfant s'était perdu en forêt. Il s'est débrouillé, il a pu s'en sortir parce qu'il a reçu une éducation, des codes, des méthodes, des techniques, des savoir-faire, des savoir-être qui lui ont permis de survivre sur ce territoire, de s'en enrichir, de s'épanouir sur ce territoire. Ce n'est pas le cas. Un enfant qui serait né en Auvergne, en Norvège, en Australie n'aurait pas forcément les mêmes techniques et les mêmes savoir-faire parce qu'il n'est pas issu d'une culture
qui est en lien avec le territoire. Les identités ne sont pas abstraites, elles sont très concrètes. Les identités, en général, c'est ce que constitue une communauté de personnes vivant dans un lieu donné, dans un moment donné, et qui sont informées par ce lieu, par ce moment, et qui s'organisent pour durer, pour vivre ensemble. Et ça constitue des repères qu'on transmet ensuite, surtout à travers l'éducation. Et si on a un débat très très récurrent sur notamment l'éducation nationale, est-ce que nos enfants peuvent s'en sortir en ne sachant pas du tout sur quel territoire ils vivent? Comment peuvent-ils devenir travailleurs sur ce territoire? Comment peuvent-ils avoir des idées, les propulser pour les offrir au monde, s'ils ne peuvent pas avoir des méthodes, des mécanismes, des réflexes pour justement penser à ces idées? Eh bien, je crois que c'est ça le fond de la question. Du coup, moi, pour ma part, je ne fais pas de débat sur français ou guyanais. Je me sens guyanais. Je pense que être guyanais, c'est une richesse extraordinaire aujourd'hui pour beaucoup d'individus. J'ai eu l'occasion de le vivre quand j'étais à l'extérieur, en métropole ou ailleurs. Un Guyanais aujourd'hui, un enfant né en Guyane, connaît la littérature française, mais il peut aussi connaître la littérature caribéenne, la littérature brésilienne, etc., dont il peut se sentir héritier de manière tout à fait légitime. Et en ce sens, il est peut-être un atout pour... Pas besoin d'être né en Guyane, il faut juste être là, avoir vécu en Guyane pour se sentir guyanais. Être en cohérence avec la Guyane. L'exemple typique, c'est par exemple les Amérindiens, quand ils se sont installés sur les rives des différentes Guyanes, de ce qu'on appelle les Guyanes aujourd'hui, ont développé des techniques, des savoir-faire en harmonie avec la nature. Ils ne l'ont pas détruite, ils l'ont complétée. Ils ont fait en sorte qu'elle se perpétue, même qu'elle s'améliore, etc. Lorsque les Européens sont arrivés les techniques du brûlis, de l'abattis. Les Amérindiens ont dû se retirer de l'intérieur des terres. Donc d'autres méthodes, d'autres savoir-faire ont émergé. Et ça peut créer des confusions. Ce qui compte, à mon sens, dans l'identité de quelqu'un, c'est d'être en cohérence avec sa réalité. Est-ce que ce que ma réalité me donne, j'arrive à en faire quelque chose ou pas? Ou est-ce que je suis handicapé par ma réalité? A priori, les êtres humains n'ont pas vocation à être handicapés dans la réalité, ils ont vocation à s'y épanouir. Et pour vous, monsieur Achille? Ce que je peux dire sur cette question, c'est que l'identité de chaque individu, elle est multiple et variée. On a une identité génétique, une identité religieuse, une identité sociale, etc. comme identité. Là où on peut se retrouver, c'est dans un état de droit, c'est l'accès à la citoyenneté. Et vous savez, le fait de poser cette question-là, d'ouvrir ce débat-là, ça veut dire qu'il y a un trouble, il y a un non-droit, il y a une illégitimité à la base. Parce qu'un Français, on ne lui demande pas s'il est français, s'il n'est pas français. On lui demande son passeport. S'il y a écrit nationalité française, il n'y a pas de problème. Un Anglais, pareil. Bon, le continent, les Amériques, qu'on appelle Amérique, c'est un continent qui a été peuplé partout de la même manière. Il n'y a pas de véritable Américain autochtone. On est tous venus aux Amériques, plus ou moins récemment, mais on est venus. Qui part le détroit de Bering, qui part d'un côté de l'océan de l'Atlantique, qui part de l'autre côté de l'océan de l'Atlantique, mais on est tous venus. Et les États-Unis, par exemple, ils se revendiquent irlando-états-uniens, italo-états-uniens, africains états-uniens. Voilà. Et le problème de la Guyane, c'est que comme administrativement, nous avons une identité qui ne correspond pas à notre réalité. Donc, effectivement, on se pose la question, qui est guyanais? Parce que le problème politique, le fait colonial, n'a pas encore été réglé. Vous allez au Suriname, de l'autre côté du Maroni, il n'y a pas de problème. Il y a des Surinamiens qui viennent de l'île de Java, il y en a qui viennent de l'Inde, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent d'Europe, il y en a qui viennent d'Asie. Il n'y a aucun problème. Lorsqu'on fait les cérémonies du 1er janvier sur la place de l'Indépendance, vous avez toutes les communautés du Suriname qui se rassemblent et qui lèvent le drapeau surinamien. Le Brésil, on dit souvent que après le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus d'Africains qui vivent. Parce qu'il y a 210 millions d'habitants au Brésil et il y a 120 millions d'Africains. Mais un Brésilien, on ne dit pas s'il est européen, s'il est asiatique ou s'il est africain, il sort son passeport et il est brésilien. Donc notre difficulté, c'est pour ça qu'il faut résoudre ce problème rapidement. Et la France s'honorerait
à résoudre ce problème. Vous savez, il y a 13 territoires en Amérique du Sud. Et ces 13 territoires ont été à un moment administrés par des puissances européennes. Et des puissances qui sont importantes, hein, qui ont marqué l'histoire de la civilisation européenne, voire mondiale. Vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal, vous avez l'Angleterre, vous avez la Hollande. Et la seule puissance qui n'a pas œuvré pour permettre une expression libre du peuple qu'elle administre, alors que la charte de l'ONU du 10 décembre 1948, validée à Paris, l'impose, eh bien, c'est la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, on a ce problème-là de reconnaissance culturelle, d'appartenance à un groupe qui pourrait avoir un projet commun. Et vous savez, la culture, l'identité, c'est le vernis qui empêche la barbarie, qui empêche que l'homme puisse s'exprimer par uniquement ses premiers instincts. Et si jamais on ne fait pas ce travail-là, on va se rendre compte que la société guyanaise va devenir de plus en plus violente, parce qu'effectivement, un individu qui a une identité troublée, c'est un individu qui exprime un malaise, et dans la société dans laquelle il est, il favorise l'expression de ce mal-être et de ce malaise. Donc on a tous intérêt, et je vais conclure parce que je sens que je suis un peu long, on a tous intérêt à faire en sorte que régler ce problème d'identité administrative pour favoriser un mieux-être. Je vais vous donner deux exemples qui sont dans le cadre de la situation française. Vous avez une citoyenneté en Polynésie et vous avez une citoyenneté également en Kanaki. C'est déjà une étape vers le règlement de faire en sorte que l'identité légitime soit en cohérence avec l'identité légale. Aujourd'hui, nous avons une identité légale qui n'est pas en cohérence avec notre identité légitime. Vous avez rencontré ce genre de difficultés ou pas, Cécile, en France? Vous vous dites française, mais est-ce que vous revendiquez le fait que vous soyez guyanaise aussi? Je pense que le fait d'être guyanais est un plus dans ma nationalité, parce que tout ce que j'ai appris en Guyane, j'aurais jamais pu l'apprendre en France. Et j'ai réussi, en arrivant en Guyane, à m'ouvrir aux autres. Et ça m'a apporté beaucoup pour mon apprentissage et pour mûrir, en fait, pour ma maturité. Pour moi, ça m'a excusez-moi, ça m'a énormément apporté. Et je pense que le fait d'être guyanais, c'est vraiment un plus. Qu'on soit en Guyane ou qu'on soit un Guyanais en métropole ou qu'on soit un Guyanais en Amérique, ou quel que soit l'endroit où on est, c'est un plus parce qu'effectivement, on a reçu une éducation, tôt ou plus tard pour ma part, qui est complètement différente et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre ailleurs. D'accord. Mais en France, Keïta, est-ce qu'il n'y a pas eu souvent cette question qui se posait ah bah vous venez d'où? De Guyane, et on fait franchement la différence entre Guyanais et Français, à chaque fois. Est-ce que vous n'avez pas eu vraiment ce ressenti de se dire que c'est vraiment quelque chose d'à part, alors que... Ah oui, ouais. déjà, on pensait souvent que c'était la Guinée. Hein, Guinée équatoriale, etc. Ouais. Ou que j'étais camerounais, parce qu'il y a la couleur de la peau aussi. Ouais. On ne peut pas nier. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des rapports qui se sont construits dans une histoire assez violente, assez complexe, hein, et difficile, qui a fait l'objet d'une législation officielle de la République française. Donc forcément... quand on est jeune Guyanais, étudiant en métropole, hein, parce que j'ai eu l'occasion d'aller ailleurs, on a cette violence du fait que, après tout, je suis allé à l'école française, mes parents payent les impôts en France, etc. Et je parle la langue française, voilà. je passe le bac de français, etc. J'ai été considéré comme valide pour évoluer dans la société française. Et je suis confronté en métropole, on peut être confronté effectivement au fait de ne pas de constater qu'on n'est pas dans ce corps, dans cette communauté dite nationale. Et ça crée un trouble
Et on essaie de trouver des solutions, des réponses à ce trouble. Et c'est pas très compliqué, hein. Moi, je pense que les choses sont d'ordre pratique, plus que philosophique, finalement. Aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être poser des questions? Est-ce que ça paraît logique qu'on fasse que la moitié des étudiants, en cas des enfants qui ont été formés et pour lesquels des gens payent les impôts ici localement, ont été formés depuis les années 80, la moitié soit partie après le bac pour ne pas revenir bonne question. Et que du coup, certains dans les études de l'INED notamment, donc l'Institut national des études statistiques, qui avaient publié des interviews de jeunes qui n'arrivaient pas à savoir pourquoi ils reviendraient en Guyane, parce que bon, après tout, voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, on pose la question quotidiennement à tel responsable, à tel entrepreneur ou à n'importe qui, de savoir comment on va faire pour que ce pays se construise, pour éviter les émeutes sociales, etc. Donc ça pose une vraie question, c'est-à-dire qu'on a investi sur de l'éducation pour que les enfants s'en aillent. Mais en même temps, pourquoi ils ne reviennent pas? Comment ils pourraient revenir? Parce que si à l'école, non, mais si à l'école, en judicien, justement, si à l'école on vous apprend à vous occuper des pommes et pas des mangues, donc vous aurez du mal à revenir. Et il y a quand même cet aspect qui est très, c'est pas nous qui le disons sur ce plateau, c'est des débats très officiels sur l'adaptation des programmes, etc. Est-ce qu'on sera toujours dans cette démarche d'essayer de voir comment on s'organise, ou est-ce qu'on est dans une démarche réelle d'émancipation de chaque individu qui a l'opportunité, la chance de pouvoir vivre et s'épanouir sur ce territoire qui n'est pas... la Guyane est peut-être à l'air vierge, mais il y a 900 ans, les Amérindiens peuplaient ce territoire et ont tracé des milliers de monticules pour faire de l'agriculture. Ce territoire était occupé. Donc la Guyane n'est pas vierge culturellement non plus. Tout à fait. Et où est cet héritage culturel? Où cette identité est transmise? Parce que si la question se pose, si l'enfant est troublé, c'est aussi peut-être parce que chez lui ou en dehors d'école, il ne trouve pas non plus des échos de ce qu'il est. Mais normalement, de base, les parents devraient justement inculquer justement cette culture, parce que c'est vrai qu'ils ont, en général, les jeunes qui partent sont des jeunes qui ont passé le bac, donc ça veut dire qu'ils ont quand même vécu assez longtemps auprès des parents, assez longtemps en Guyane avant de partir. Donc effectivement, nous n'avons peut-être pas, selon les cursus, ce qu'il faut peut-être en Guyane, ça c'est un autre débat, mais est-ce que c'est pas question aussi culturellement au niveau des parents qui font que du coup on se dit qu'il n'y a rien pour les jeunes ici, donc du coup ils ne reviennent plus? Monsieur... La question que vous posez, peut-être qu'il faut faire machine arrière un peu. Jusqu'en 1969, c'est-à-dire jusqu'à l'abrogation du territoire de Lénini, pour revenir à la question précédente, il y a deux des trois principales composantes du peuple guyanais qui n'avaient pas la citoyenneté française. Les Amérindiens et ce qu'on appelle les Bushinengués. On ne peut pas leur enlever la qualité de Guyanais. Ils ont toujours été Guyanais depuis le jour où ils ont posé les pieds en Guyane. Sauf que l'administration française ne leur reconnaissait pas les qualités humaines pour accéder à la citoyenneté française. Et aujourd'hui, vous avez des compatriotes guyanais qui sont toujours en difficulté pour avoir des papiers administratifs. Vous avez des Amérindiens, vous avez des Bushinengués qui n'ont pas de documents administratifs, qui sont rien, ils ne sont même pas apatrides. Parce qu'ils sont sur le territoire guyanais, ils n'ont jamais été recensés par l'administration française. Les déclarations de naissance au niveau des tribunaux français n'ont pas abouti et il y a des gens qui errent dans cette situation. Et la deuxième chose, j'ai amené un petit livre là, de Léon Gontran Damas, Pygmée Nivralgé. Et il y a un poème, OK. Et dans ce poème-là, c'est un poème qui est paru en 1937, qui est écrit un peu avant. 1937, il y a plus de 60 ans, 70 ans même. Hein. Et Damas, qui est le fondateur de la pensée politique guyanaise, à mon avis, dénonçait la politique d'assimilation. Et lorsque vous parlez du rôle des parents, il n'y a pas eu de rencontre entre la culture européenne et la culture asiatique en Guyane. Il n'y a pas eu de rencontre entre la culture européenne et la
culture africaine en Guyane. Il y a eu un choc. Et on a dit aux gens d'abandonner ce qu'ils étaient et de devenir ce qu'ils n'étaient pas. Donc, de devenir des étrangers à eux-mêmes. Et Damas dénonce les leçons de piano, les leçons de français, dénonce le fait qu'il a plus accès au tambour, qu'il a plus accès au casse-corps, dénonce le fait de l'évangélisation à U et à Dia contrainte. Et ce que je regrette aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de lettres guyanais au collège, au lycée, Madame Nago, la femme d'un illustre poème, M. Jules Nago, Madame Patient, Francine Patient, qui m'ont permis d'accéder à Damas et de comprendre que dans la volonté assimilatrice de la France, il y avait le fait de nier les qualités intrinsèquement humaines des hommes qui composent ce territoire. Et nous sommes encore troublés par ça. Et c'est pour ça qu'il faut régler le fait colonial. Parce qu'aujourd'hui, et c'est Bicot qui disait ça, la meilleure arme que l'oppresseur a, c'est le cerveau de l'oppressé. Parce que l'oppressé, il pense qu'aujourd'hui, effectivement, il ne vaut pas aussi bien que l'oppresseur. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple concret, un remède de médecine traditionnelle qui utilise les plantes, il est moins efficace que le même remède que les Occidentaux vont faire en utilisant le même principe de la plante. Alors que depuis 3000 ans ou depuis 400 ans, c'est ce remède-là que nous utilisons pour parvenir à un mieux-être. Mais on nous a aujourd'hui inculqué qu'il fallait abandonner ça et utiliser un produit qui est industrialisé, où il y a des effets secondaires qu'on ne maîtrise pas. Des fois, c'est qu'un simple placebo. Des fois, la sécurité sociale nous dit qu'il ne reblanche plus parce qu'il est plus efficace, alors qu'il y a un savoir-faire millénaire ou séculaire en fonction de l'appartenance. Et des fois, ces savoir-faire-là se sont rencontrés. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de peuple. Lorsqu'on me pose la question, il n'y a pas de peuple guyanais, je dis le couac, qui est la base normalement alimentaire traditionnelle des communautés de base guyanais. Il n'a pas été inventé une fois chez les Amérindiens, une fois chez les Afro-descendants qui vivaient en forêt, et puis une fois chez les Afro-descendants qui vivaient sur le littoral. Et c'est la même technique. Et cette technique-là, on ne la retrouve pas en Afrique, on ne la retrouve pas en Asie, on la retrouve essentiellement sur les plateaux de Guyane. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces trois composantes de base ont communiqué. Les plantes médicinales, pareil. La construction des canaux, même s'il y a quelques variantes, mais pour passer les seaux, il faut des bateaux, des canaux qui ont des caractéristiques spécifiques. Eh bien, les trois communautés de base ont construit leurs canaux sur le même moule. Donc il y a un savoir-faire sur ce territoire qui appartient aux gens qui vivent sur ce territoire. Et il s'agit aujourd'hui de reconstruire l'homme guyanais en dehors des entraves coloniales. Et je vous dis, et c'est Mandela qui disait ça, lorsqu'on se libère soi-même de l'oppression, on libère l'oppresseur aussi. La France, elle sera plus grande le jour où elle abandonnera, elle abandonnera l'ensemble des territoires qu'elle continue à administrer. Parce que son devoir, justement, c'est de permettre à ces gens-là, qu'elle administre aujourd'hui, de s'administrer eux-mêmes. Ce n'est pas Achille Armand qui le dit. Non, mais c'est la Charte des Nations Unies qui a été signée le 10 décembre 1948 à Paris, capitale de la France. Et je veux dire quelque chose à mon ami Keita, mon jeune compatriote Keita. Il emploie souvent le terme métropole. Nous, c'est un terme qui nous abomine. Parce que c'est un terme qui a été dévoyé de son sens primaire. Bon, je n'ai pas fait de grec, mais je sais que c'est un terme qui vient du grec. Il y a deux mots, deux syllabes. Polis qui veut dire ville et métro qui veut dire mer. New York, c'est une métropole. Tokyo, c'est une métropole. Mexico, c'est une métropole. Paris, par rapport à Villeneuve-Saint-Georges, par rapport à Créteil, c'est une métropole. Mais la France, par rapport à la Guyane, jamais c'est une métropole. Jamais c'est une métropole. C'est un pays autre.
Et moi, je pense qu'il faut donner du sens. Parce que lorsqu'on hiérarchise, je termine, lorsqu'on hiérarchise les territoires, on hiérarchise les pensées aussi, on hiérarchise les cultures, on hiérarchise les couleurs. Et la force de ce monde, la richesse de ce monde, c'est la diversité. Et un Guyanais, c'est pas un Français, mais un Guyanais vaut un Français. Alors Keïta, sur le mot métropole... Moi, je suis tout à fait d'accord. En tant que... En plus, c'est pas ma formation. Non, on préfère un petit hexagone. C'est une question de centre et périphérie. C'est partir du postulat qu'il y a le centre, qui est la France, la République française, qui a créé le 973, dans lequel on est censé vivre selon des règles qui sont votées là-bas. Ce qui est intéressant, en tous les cas, c'est qu'on a... pour revenir à ce que disait Armand Achille sur les peuples qui ont su se connecter, s'informer, partager par rapport au socle commun qu'ils ont. Ils sont dans un environnement, les plateaux des Guyanes. Et on constate aujourd'hui, moi je vois bien, il y a des gens qui parlent de l'indépendance de la Guyane, etc., ou du Suriname ou du Guyana. Mais c'est très complexe comme sujet parce que est-ce que l'indépendance, dans le cadre des frontières déterminées par l'oppresseur, est valable? Bon, mais ça, c'est un autre travail qui se fera peut-être après. Certains pays, Thomas Sankara, par exemple, Burkina Faso, qui était l'ancienne Haute-Volta, a mené une révolution. Et aujourd'hui, force est de constater que peut-être que les suites de cette révolution sont en train de se voir aujourd'hui. Près de 30 ans après. Ce qui, à mon avis, est effectivement important, c'est on est un pays où il y a énormément de jeunes. C'est surtout ça qui est très perturbant. On a énormément d'enfants et ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on apprend à ces enfants sur l'endroit où ils naissent? Et qu'est-ce qu'on leur apprend sur la possibilité que ça leur offre pour se réaliser? L'identité, c'est d'abord ça. Que moi, je suis qui, je suis quoi, c'est d'abord comment je suis dans la vie. Je vous m'avais demandé c'est quoi un Guyanais tout à l'heure. Je n'aurais pas cette audace de répondre à cette question. Je pense qu'on m'assassinerait. Et Damas n'a pas tenté d'y répondre, ni Maran. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décrit des réalités qui sont incontournables et qui sont enrichissantes. Et aujourd'hui, est-ce que c'est transmis? Quand en 1937, et un peu avant en réalité, et même dans son cahier de retour de Guyane, Damas décrit ce pays qui s'ignore d'une certaine manière et qui, comme il s'ignore, ou la société qui y vit ignore ce pays de plus en plus, aujourd'hui, à mon âge, j'aurais voulu redécouvrir à travers les chansons, des films, des séries télé, des clips, un dessin, tout cet héritage, c'est 1000 années d'occupation de ce territoire et ce que ça a inspiré. Il y a des découvertes qui sont faites encore aujourd'hui par des paléontologues ou encore par des historiens sur des faits qui sont produits en Guyane, qui ne sont pas retranscrits à la société. On ne se les approprie pas. L'identité, c'est aussi ça. C'est tout un travail qui ne concerne pas, à mon sens, que l'aspect administratif. Ça concerne la société dans son ensemble. Ouais. C'est très beau. Moi, j'entends souvent des gens, je suis fier d'être Guyanais, Guyanais est fier. Non, mais c'est pas seulement par les créoles, hein, ça va bien au-delà. On est d'accord, c'est bien au-delà. Vous savez, lorsqu'on parle de la Guyane, mosaïque des cultures, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est pour tuer une seule culture. Tuer la culture afro-descendante. Et c'est pour ça que on présente souvent la Guyane comme la Guyane métisse. Oui. Et vous savez, dans la conception humaine des choses, lorsque vous avez un concept, une notion, vous avez son concept inverse, invariablement. Si vous avez le bien, vous avez le mal. Si vous avez le beau, vous avez le laid. Donc si vous avez le métis, il y a le concept qui va en face, c'est le pur. Et dans l'élément humain, la conscience humaine, la pureté n'existe pas. C'est extrêmement dangereux. Donc les gens qui emploient à tire-larigot le terme métis pour la Guyane, ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux. Et la Guyane, force est de constater que s'il y a un pilier qui marque la culture de ce pays-là,
c'est le pilier afro-descendant. Et qu'on le veuille ou non, tout à l'heure, je parlais du rendez-vous du donner et du recevoir. Vous n'avez que 2 territoires au monde, peut-être un troisième, mais l'importance est moindre, où des sociétés africaines ont été reconstruites de façon originelle, voire originale. C'est le Suriname et la Guyane, à travers les peuples bushinengués, c'est-à-dire les Saramaka, les Djuka, les Aluku, les Matawai, les Kensi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter à l'humanité. La quête absolue de liberté, la quête absolue de dignité. Des gens qui sont partis en forêt, dans les bois, sans un petit peu de sel, sans de quoi brûler, allumer le feu, sans rien du tout, pour conserver leur liberté. Et puis, deuxième problématique, parce qu'il faut conclure, on parle souvent d'immigration en Guyane, et on pose ça comme une problématique. L'immigration n'est pas un problème pour la Guyane. Le problème pour la Guyane, c'est l'absence de politique d'intégration. Vous savez, nous avons des peuples extrêmement chauvins qui sont arrivés en Guyane. Les Saint-Luciens, les Martiniquais. Allez dire à un descendant de Saint-Lucien qu'il n'est pas guyanais. Allez dire aux Martiniquais de Montjoly, les Caristans, les Loni, les Milocs, qui ne sont pas guyanais. Donc, à un moment donné, cette société guyanaise avait les moyens d'intégrer. Aujourd'hui, la France a fait que, effectivement, il y a des gens qui peuvent arriver en Guyane et vivre sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un Français peut venir en Guyane, loger chez un Français, travailler pour un Français et fréquenter que des Français. La même chose pour les autres communautés. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que nous, les Guyanais, à la base, nous sommes déjà 3 communautés. Donc, nous sommes ouverts à, je dirais, tous les vents, mais à tous les horizons qui composent le panel humain. Et être guyanais, ce n'est pas une question de phénotype. On peut ne pas aimer le bouillon d'Awara, ne pas manger, ne pas danser le casse-corps, ne pas aller au carnaval et être guyanais. Être guyanais, ce n'est pas qu'une question de couleur. Par contre, lorsqu'ils ont établi la charte de l'Union européenne, ils ont dit que l'Europe, elle est chrétienne. On peut être autre chose que chrétien et être guyanais. Merci à vous. Merci. Donc, si je peux me permettre, donc on n'a pas besoin d'aimer le bouillon d'Awara pour être guyanais. On n'a pas besoin forcément d'être né en Guyane justement pour être guyanais. Et donc, être guyanais, pour moi, c'est apporter sa contribution au pays. Merci. À bientôt.